Tu m'énerves là. Enlève le bandeau, Nino. Mais pousse-toi de là. Oui, papa. Calme-toi. Calme-toi, oh. Alors, on n'est pas mieux ici? C'est tout de suite plus calme, hein. Regarde tout ça. Regarde comment c'est beau ici. Bon, tu te demandes peut-être où t'es, hein? Ah, mais c'est pas important. Est-ce que tu connais la définition du mot décadrage? En gros, c'est ouvrir son champ de vision, trouver un autre angle. En bref, changer de point de vue. Nino, le cadre! Ah, oui, papa. Voilà un décadrage. Quand je suis stressé, je pense à des tableaux. Tu le vois, celui-ci? Il se nomme le champ de blé au corbeau. Et il y a aussi celui-là, qui est le champ de blé au bluet. Ah, quelle beauté! Regarde ce tableau attentivement. On pourrait presque imaginer une légère brise d'été sortir du tableau. Ça m'aide à me relaxer. Ces œuvres ont été réalisées par un célèbre peintre, Van Gogh. Tu connais Van Gogh? Non, tu le connais pas. Tout le monde prétend le connaître, alors qu'au fond, personne ne le connaît vraiment. Tout le monde a cette image d'un Hollandais fou, alcoolique, dépressif, qui se coupe l'oreille et qui s'est suicidé. Ah, ce qui est un peu vrai en soi, hein. Mais ce serait vraiment étriquer notre vision de Van Gogh. Tu as de la chance. Il se trouve que je connais une organisation qui voyage dans le temps. Ils se font appeler à table. Il y a une personne, Artemis, et elle est justement allée voir ce peintre. Donc elle va mieux t'aider que moi pour t'expliquer la vie de Van Gogh. Nino, le casque! Oui, oui, papa. Quel voyage. Je n'ai pas fait de la natation, que je sache. Quel voyage. Ah, bonjour. Vous êtes bien à table. Ça veut dire agence temporelle d'aventure et bureau libre d'espace. Ici, chez cette table, nous avons une règle d'or. Voyager dans le temps
mes prières de ne pas influencer dans le temps, sous risque que le présent et le futur soient modifiés. Mon nom est Artémistérios. Pronom Yel et lui. Je suis polyglotte, spécialiste en voyage dans le temps. Bon, assez blablaté. Vous voyez ce tournesol? Cela prouve que j'étais en Europe pour découvrir un grand nom de la peinture. Son nom? Vincent van Gogh. Oui, on prononce son nom comme ça en néerlandais. Sauf que je vais faire un bref résumé de la vie de Vincent van Gogh en français. Tout d'abord, Theodorus van Gogh, un pasteur de l'église réformée, fils d'un autre pasteur, Lui-même fils d'un troisième pasteur, lui-même fils d'encore un autre pasteur, lui-même fils d'un je ne sais combienième pasteur, lui-même... bref. Theodorus van Gogh et Anna Cornelia Carbentus sont devenus parents d'un Vincent Wilhelm Ier qui est mort-né le 30 mars 1852. Et un an plus tard, jour pour jour, Vincent Wilhelm van Gogh est né le 30 mars 1853. Eh mais, il porte le même prénom d'un frère mort-né qu'il n'a jamais connu. Nom de bleu que c'est vraiment glauque ça. Son père a été bien sévère, tandis que sa mère est non seulement aimante, mais c'est aussi grâce à elle que Vincent a découvert le dessin. À l'âge de 16 ans, il quitte le domicile familial pour travailler comme apprenti, puis comme marchand d'art chez Goupil et compagnie à la Hey Yo. En 1875, son père et son oncle envoient Vincent à Paris où se situe le siège principal de Goupil et compagnie dans lequel il travaille jusqu'à son licenciement. Et ne remettez jamais les pieds ici! La raison? Il a ouvertement questionné devant une partie de la clientèle le fait qu'une œuvre d'art puisse être considérée comme de la marchandise. Vers la fin de 1876, Van Gogh retourne chez ses parents aux Pays-Bas. Comptant sur le soutien de ses parents pour qu'il puisse devenir pasteur, Vincent entreprend des études de théologie. Mais c'est un échec. Cet échec va le plonger dans la dépression, mais en même temps, c'est là qu'il décide de se consacrer pleinement à la peinture. Vers la fin de 1878, Vincent part en Belgique. Il y travaille comme évangéliste auprès des mineurs de charbon de Borinage. L'église locale le trouve trop compatissant et trop altruiste. C'est pourquoi elle décide de ne pas renouveler son mandat pour insoumission. Ce qu'elle est préhistorique, l'église. Ça se croit charitable et elle licencie le plus charitable des évangélistes. En tous les cas, c'est au cours de cette expérience en Belgique que Van Gogh peint son premier tableau en août 1879. Ce tableau a le nom de Mine de charbon dans le Borinage. L'envie de bouger le reprend et rejoint son frère Théo direct à Paris, plus précisément à Montmartre, quartier des artistes. En février 1888, Van Gogh quitte Paris pour s'installer à Arles, près de Marseille. C'est à Arles que Vincent loue une maison qu'il a peint en jaune. Qui plus est, cette maison est l'élément central du tableau La Rue. Le 23 octobre 1888, Paul Gauguin vient rejoindre Vincent van Gogh avec qui il commence à travailler. Mais les différences artistiques entre ces deux peintres sont frappantes et ces divergences sont la raison principale d'une série de désaccords, voire des disputes. Et la plus virulente des disputes a eu lieu le 23 décembre 1888. Cette dispute s'est conclue avec du sang, car Van Gogh a son oreille gauche tranchée avec un rasoir. Et son oreille, il l'a offerte à un employé du bordel voisin. D'ailleurs, cet événement a été une des raisons pour lesquelles il a dû quitter Arles. Le 8 mai 1889, Vincent s'interne volontairement au monastère Saint-Paul de Moselle, à l'époque un asile d'aliénés. Mais c'est à Saint-Rémy de Provence, plus précisément dans sa chambre d'asile, que Vincent a peint un des tableaux les plus iconiques de l'histoire, La Nuit étoilée. Et suite à cela, Vincent, avec le soutien de son frère Théo, part vivre à Auvers-sur-Oise. Il y peint 70 tableaux, dont le dernier intitulé Racines d'arbre, qui est peint le 27 juillet
1890, le jour fatidique où Van Gogh revient à l'auberge Ravoux avec une blessure par balle au niveau du ventre. Certaines sources historiques disent qu'il a essayé de mettre fin à ses jours en se tirant un coup de revolver dans le ventre. Vincent succombe à sa blessure le 29 juillet 1890. De nos jours, ses œuvres ont une notoriété bien importante et son parcours fait l'objet d'une question. Van Gogh était-il l'homme fou, un artiste avant-gardiste et lucide, mais incompris, ou bien les deux à la fois? À vous de conclure. Ce Van Gogh, quelle inspiration! Et si vous me permettez, j'ai du travail à faire. Merci Artemis, passons à la suite. Alors Giovanni, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Messieurs, pour l'entrée en matière spéciale Van Gogh, il est essentiel de commencer avec le regard d'un vrai artiste. Nous enchaînerons en premier plat par le point de vue spirituel avec une Pasteur. En second plat, je vous propose un soupçon de folie avec un point de vue psychique. Et nous terminerons avec un historien de l'art, spécialiste de Van Gogh. Très bien. Nous allons donc commencer l'entrée. Un excellent choix, monsieur. Je sens qu'on va bien se régaler. Cher Jean-Xavier, si nous t'avons invité pour parler de Van Gogh, c'est avant tout parce qu'on est tombé sur ça. Nique sa mère, nique sa mère, nique sa mère. Et puis on a vu ça. Commu. Communiquer. Ton désir de communiquer l'art de la communication au monde. Ensuite, nous avons découvert l'art et la diversité de tes peintures que nous avons beaucoup aimées. Et on s'est aperçu que chacune d'entre elles porte un message souvent drôle et intéressant. On a aussi découvert de façon inopinée qu'à travers tes peintures, tu aimais la nature. Mais aussi qu'un intérêt pour la politique pouvait convenir avec ta passion pour les jeux de mots. Les jeux vidéo ne sont pas en reste. Tu n'es apparemment pas tendre avec le monde moderne. D'après cette camionnette, il y a même un intérêt pour le patrimoine culturel français. L'environnement urbain attise ta curiosité durant les périodes hivernales. Cette toile évoque une nature morte qui attend désespérément le retour du printemps. Ce qui amène à se demander si tu es de nature estivale. Tu portes manifestement un regard ironique sur notre monde qui est en changement constant. Est-ce par contribution pour notre futur ou uniquement par intérêt et plaisir, afin d'attirer l'attention des gens, dans le but qu'ils soient tous comme des spectateurs devant une scène de film, qu'ils puissent prendre du recul. Ce que les autres pensent tout bas, toi, tu le peins tout haut. On t'aime parce que tu remets en question la perception de la réalité, puisqu'elle a toujours eu tellement de visages. Retourner davantage la tête avec tes révoltes et révolutions, au niveau spirituel et matériel. Tu t'intéresses aussi au street art, style de la rue, dit du quartier, mais lequel exactement? Mais hélas, la guerre fait toujours son retour, et probablement ne s'en ira pas. Même si on se bat avec des poules. Contre un
chat qui évoque des feux d'artifice et qui bien sûr rappelle à la fois la paix et la sensibilité de l'ouïe du chat. Il semble être sur une scène de torture, ce qui nous fait penser que tu préfères les chiens. On avait appris que tu aimes la nature malgré les quelques îlots de chaleur. Et ton message de détresse pour sauver notre planète est important, ce qui ne va pas sans inquiétude. Le but est de le faire prendre conscience aux gens avant qu'il ne soit trop tard. Si nous t'avons choisi pour parler de Van Gogh, c'est peut-être parce que tu racontes avec ironie ta propre vision en caricaturant d'un même trait les animaux et les personnes. Voilà qu'à première vue dans ton art, tu as un esprit libre, frondeur, dompté d'un certain trait assuré et assumé. C'est sympa ton spot là. Ouais. Bah, c'est le réalisateur qui l'a trouvé, c'est Stéphane. Après, dans le fond, je me suis dit que dans une montagne, ce serait vraiment bien en fait. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça. Peut-être pas à ce point, non. Et surtout, c'est assez zen quand même. Hein. Je trouve c'est. Puis Ça fait du bien en tout cas de prendre un peu de recul, quoi. Puis surtout, quand je repense à Van Gogh, c'était ça en fait. Hein. Lui, il était là, il devait se poser et surtout, il peignait ce qu'il voyait en fait. C'était ce moment où il se connectait à la nature, j'imagine. On va dire, qu'est-ce que tu connais de Van Gogh en fait ? Pas grand chose en fait. Je pense toutes les images qui sont passées sur les vaches qui rient peut-être. Ou toute la médiatisation qu'il y a aujourd'hui où on déforme en fait les images comme ça impressionnistes en les projetant, en les agrandissant sur des carrières dans le sud de la France ou des choses comme ça. Ouais. Tu penses que les médias font un mauvais boulot de communication ? C'est plutôt des excès de médiatisation qui empêchent parfois le rapport à l'œuvre, d'entrer en rapport, en connexion avec les œuvres. Et parce que du coup on décline ça un petit peu à toutes les sauces. Comme par exemple, tout d'un coup on va prendre l'image d'une toile de Van Gogh et on va la démultiplier, l'agrandir x10 et on la projette, etc. Contre des parois, tout ça. Et en fait, on dit que c'est ça, faire de la culture, etc., que c'est bien, que tout le monde peut accéder, etc. Mais en fait, les toiles de Van Gogh, elles sont lisibles dans des musées, tu vois, qui sont déjà accessibles au public, avec des conditions, justement, qui permettent d'entrer en relation à l'œuvre. Les toiles de Van Gogh, elles subissent aussi cette médiatisation qui est liée au record de vente dans les ventes aux enchères, par exemple. Et du coup, on retient la valeur de l'œuvre, mais on ne parle pas de l'œuvre. C'est pas comme ça qu'on a les meilleures possibilités d'entrer, de développer une réflexion ou d'avoir une émotion par rapport se connecter. De se connecter, exactement. Ouais. Je sais pas si tu as vu ces nombreux autoportraits, en fait. Ouais, j'en connais quelques-uns. Il en a fait une tonne. Et de ce que j'ai reçu, c'est qu'en fait, lui, il faisait ça pour se marrer, en fait. Pour se marrer dans le sens de l'autodérision. Moi, je reprends le terme qu'en fait, l'autoportrait, c'est l'ancêtre du selfie. Comme nous, on ferait un selfie et on fait des grimaces pour rigoler. Van Gogh, lui, il faisait ça avec ses autoportraits. Il prenait beaucoup cet air sérieux, en fait. Ouais. Mais il le faisait parce qu'il trouvait ça drôle, en fait. Oui, probablement. Après, c'est peut-être plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas seulement l'aspect de l'autodérision. Mais la différence avec le selfie actuel, c'est la temporalité. C'est-à-dire que pour faire une peinture à l'huile, même quand on est impressionniste ou qu'on n'est pas dans un processus technique hyper réaliste qui prend énormément de temps, par exemple, ça prend du temps de faire un autoportrait à l'huile, beaucoup plus que de faire un clic sur un smartphone. Donc c'est pas la même profondeur, je dirais. C'est sûr, en plus. Je pense que ça, moi, pour peindre, pour avoir fait des autoportraits, puis pour avoir peint beaucoup de portraits aussi de personnalités publiques, des hommes et des femmes politiques, etc., et mes contemporains,
on transite par tout un spectre d'états, tu vois, dans lesquels les gens, on peut les détester, les aimer, les comprendre, devenir eux, presque rentrer dans leur corps, tu vois, et faire un espèce de processus de transfert, tu vois. Je sais pas si tu as vu ces autres peintures par exemple avec les fermiers ou les éplucheurs de patates par exemple. Ah oui, ça oui, éplucheurs de patates, ouais. Ouais. C'était le moment où il voulait vraiment s'intéresser à ces personnes-là en fait. C'était le moment où il s'est mis à s'intéresser en fait au quotidien des gens, aux gens autour de lui, des gestes simples. Lui, il allait avec son chevalet dans la nature et ce qu'il voyait, c'est ce qu'il peigne, c'est ce qu'il peint. S'il pouvait, il peignerait tout autour de lui en fait. Chaque chose qu'il verrait, il le peignerait. D'ailleurs, il nous fait découvrir un peu même la beauté de la nature en fait. Tu vois, quand tu vois ces peintures de Van Gogh de la nature, ça te fait quoi? Il a eu cette capacité tout d'un coup à voir les choses un peu telles qu'elles sont à un moment donné, une espèce de temps, dans un temps réel comme ça, en direct, tu vois. Et du coup à capter. Je pense même que par exemple, on peut sentir dans la peinture de Van Gogh, tu vois, la manière qu'il a de rendre, la manière dont l'objet, la plante a poussé presque, tu vois, c'est-à-dire comment les fibres presque sont organisées dans un élan, tu vois, dans quel sens, tu vois. Et ça, c'est vraiment des coups de pinceau, c'est vraiment la manière dont tu organises la matière picturale sur la toile, quoi. Et du coup, ça rend le truc hyper vivant, hyper proche, et c'est pareil, ça renouvelle complètement le regard. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand tu dis que ça parle à notre âme, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une vision renouvelée complètement d'objets hyper triviaux, tu vois, qui sont dans notre entourage, c'est-à-dire un brin d'herbe. Tiens, Van Gogh, hop, tiens Van Gogh, nouveau sujet, bim. Non mais c'est ça, non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Van Gogh, nouveau sujet, casquette. C'est-à-dire tout est déjà là, en fait, autour de nous, sauf qu'en pris dans le quotidien, notre cerveau fonctionne d'une telle manière, heureusement, qu'on ne soit pas comme ça, complètement ébahi ou dans une vision sous-trip de chaque tu vois, casquette et objet qui nous entoure. Mais Van Gogh, lui, tout d'un coup, nous permet d'accéder à une vision comme ça, très particulière, dans la sensation, dans la nuance, dans des camailleux, dans des gestions de couleurs aussi. Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, après avoir regardé une racine, la représentation d'une racine chez Van Gogh, quand tu regardes une racine en vrai, en direct, bah, tu perçois toutes les nuances de gris, de marron, de vert, etc., que tu ne percevais pas avant, quoi. Surtout, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'une sorte de décomposition par la peinture, en fait, et un renouvellement du regard, quoi. Et c'est hyper intéressant. Et le rapport au paysage, il est aussi... il y a chez Van Gogh tout d'un coup se tourner vers la nature comme pareil, je pense une forme d'absolu, tu vois, quelque chose qui tout d'un coup le transcende ou nous transcenderait tous. Après, quand tu regardes ces peintures, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que le monde qu'il représente est similaire au monde que nous percevons? En fait, je dirais même qu'il arrive à le rendre un peu plus beau, à certains niveaux. Ouais, mais du coup, il procède, enfin, ça passe par son filtre, tu vois. Ouais, en fait. Et donc, qu'est-ce que l'imagination, tu vois? C'est ça. Est-ce que finalement, c'est pas aussi finalement son filtre qui, tu vois, pimpe ou réarrange le réel, tu vois? Et c'est peut-être ça l'imagination chez Van Gogh, c'est-à-dire tordre les tournesols, écrabouiller les objets, les formes, la nature par le soleil, tu vois, et exercer une sorte de physique, tu vois, particulière grâce à la peinture sur notre environnement, quoi, sur ce qu'on perçoit habituellement comme étant peut-être plus aligné, tu vois. Pour lui, c'était un peu un moyen de s'échapper, de peindre ces natures, en fait. Et moi, j'avais fait la suggestion que c'était un moyen pour lui de purger de tout ce qu'il avait dû entendre au niveau de la religion, en fait, parce que avec Carolina Costa, je l'avais interviewée, elle m'avait parlé du fait que dans la religion, on se fait culpabiliser.
Et moi, je me dis que Vincent Van Gogh, il a dû en baver tellement dans toute sa vie, avec des trucs religieux, non, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Et ben voilà, en fait, peindre de la nature, lui, c'était vraiment un moyen pour lui de se purger et de arrêter, vraiment, parce que c'était vraiment ce qui lui bousillait le crâne, en fait. Oui, de reprendre la main sur, on va dire, l'idéologie religieuse un peu serrée, quoi. C'est ça. Mhm. Je sais pas, j'imagine que pour toi, peindre, ça va être c'est un moyen, c'est aussi une manière de s'échapper aussi. Oui, pense. tout à fait. C'est effectivement. Moi, j'ai eu aussi une éducation religieuse, pas sévère, mais quand même prononcée, et où effectivement, du coup, toute la vie est codifiée, légiférée par des sortes de dogmes, enfin de règles. Et effectivement, moi, le parcours artistique, ça a été à un moment donné, ça l'est plus trop maintenant, maintenant ça se joue plus sur le plan politique, mais ça a été effectivement à un moment donné une manière de reprendre la main et de me reconstruire en tant qu'individu, quoi. Alors voilà, dans le sens d'être maître de mes propres choix et de mes décisions, d'apprendre à les assumer, etc. Et donc effectivement, la peinture permet ça aussi. Enfin, en tout cas, une pratique artistique, quelle qu'elle soit, permet ça, effectivement, de faire sauter des verrous et de réinterroger le cadre, les règles, quelles qu'elles soient. Alors après, c'est soit donné par la religion, mais ça peut être donné aussi par l'institution, par la politique, par nous-mêmes. On est nos propres premiers... exploitants, quoi, on va dire, ou en tout cas nos propres premiers dictateurs, quoi. C'est ça. C'est nous-mêmes. Et voilà, donc il y a effectivement un aspect de cet ordre-là dans la peinture, dans la pratique picturale par exemple, ou pratique artistique. Et donc du coup d'exprimer toutes sortes de choses, tout ce qui nous vient par la tête, ne rien s'interdire, explorer, ouvrir des champs, se redonner de l'air. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est dans une sorte de recherche de liberté, mais par la mise en place d'un cadre très difficile, très dur. C'est ça. Puisque la pratique, par exemple, picturale, c'est vraiment une astreinte, c'est monacal. Donc tu vois, c'est pour ça que je posais tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il en sort vraiment, Van Gogh, quand il va peindre, c'est-à-dire il en sort, mais finalement il y retourne, mais c'est lui qui produit le cadre. Tu vois, c'est là où il y a une différence. De ce que j'en ai pensé, en fait, je pense qu'il trouve Dieu dans la nature surtout, en fait. Ouais, tout à fait, ouais, clairement. Il trouve la communion dans l'acte de peindre. C'est de la méditation, c'est de la prière, c'est de la communion. C'est ça, en fait. C'est même au-delà de ça, en fait. C'est à mon avis, c'est un peu ce qu'il doit voir un peu dans ses racines ou dans ses tournesols. C'est vraiment en même temps, il suffit de juste rien que de regarder un buisson et puis essayer de s'intéresser à un buisson et de prendre compte que ce buisson est en train de respirer et quand même en train d'absorber de la lumière pour se nourrir. Ouais. Donc il a trouvé quelque chose de vraiment énorme là-dedans, en fait. Je sais pas si tu connais ce chanteur Normand Lamour. I love you, everyone. I am Normand Lamour. Non, je connais le pas. Petit pinson dans le buisson. Le petit pinson dans le buisson. Le petit pinson dans le buisson. Il écoutait chanter. C'est un chanteur autodidacte canadien qui fait de la musique comme ça pour lui et qui s'est mis à faire des concerts sur les aires d'autoroute. En fait, c'est pas genre quelqu'un qui est très performant techniquement, tu vois. Enfin, on va dire selon la technique classique, mais par contre, il a une façon d'entrer en communion avec les objets, les choses et les situations qu'il décrit, qui est juste complètement bouleversante. T'en as les larmes aux yeux, c'est-à-dire tout d'un coup il nous parle et il parle d'un pinson, il parle d'un bourdon, il parle de n'importe quoi. Une brosse à dents. C'est la même chose en fait. Ouais. C'est toujours la même chose. Il y a aussi Daniel Johnston comme ça.
don't wanna be free of hope. And I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive. When I feel like the living dead. Un Américain pareil, s'est mis à chanter par amour pour une femme, etc. S'est mis à faire de la musique et puis à développer. Il est très connu dans le milieu de l'art contemporain. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Mais c'est un autodidacte en fait, tu vois. Il a commencé à faire des cassettes, à copier, à changer, à faire des copies mais pas vraiment, à réenregistrer ses trucs, etc. Et par des procédés très très simples, et puis à diffuser ses cassettes, tu vois, comme ça, autour de lui. Et il est devenu très connu, reconnu par des gens comme le chanteur de Nirvana, etc. etc. Et voilà, c'est ce que tu dis du buisson de Van Gogh, quoi. C'est ça, ouais. C'est cette capacité à rendre, à montrer aux autres que les choses sont habitées, vivantes, en connexion avec nous, et pas simplement de simples objets décoratifs, en fait. Ils font partie du même monde. Et surtout que lui, il avait compris que la simplicité était même meilleure que parfois, la simplicité était même mieux que ce qui est plus réaliste, que réel, complexe. Ouais, bien sûr, plus éloquent d'une certaine manière. En simplifiant, on le dit souvent, en art, on dit souvent moins c'est plus. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu en dis trop, au bout d'un moment, on n'entend plus rien, parce que c'est le brouhaha. Et être en capacité de réduire et de cibler, alors là, on monte en puissance en fait, et on touche l'autre. Surtout que lui, il se prenait pas la tête à faire les formes. Lui, il faisait vraiment le plus rapidement possible. Oui, et c'est pas du tout alors pour lui, en tout cas pour le coup, c'est pas du tout une incapacité technique, parce qu'il était techniquement très bon. C'est ça en plus. C'est un choix plastique de dire moins, mais pour frapper plus fort, marquer plus fort. 2000 tableaux en 10 ans. Ce rapport au travail, toi, ça te fait quoi, toi? Ça fait écho un peu à une période dans laquelle moi je dessinais et je faisais de l'aquarelle de manière un peu frénétique. Ça s'est un peu calmé maintenant parce que j'ai aussi une pratique à l'huile qui fait que forcément l'huile ça ralentit un petit peu le temps. Mais après ça, je dirais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ça fait partie un peu du folklore autour de Van Gogh, la quantité, le prix des œuvres, les records de vente des œuvres, etc. et tout. C'est pas ce qui moi m'intéresse chez un artiste. Il aurait pu peindre 10 tableaux, si les 10 sont des chefs-d'œuvre, tu vois, ça me va. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la question de la quantité dans l'art, je pense que c'est une fausse piste en fait. En fait, il y a des rythmes très différents selon les personnes. C'est vrai. Il y a des gens qui peignent peu et des gens qui peignent beaucoup. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que produisent les œuvres sur les autres et ce qu'elles amènent dans le monde, tu vois. Ok, c'est surtout en fait, j'ai un peu envie de partir sur moi, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Essaye toujours. Le fait que, par exemple, des fois j'arrive à être jaloux d'un autre artiste parce que je me dis qu'il peint mieux. Tu veux dire techniquement? Ouais, des fois, même qu'en fait, des fois j'ai l'impression, je me demande si est-ce que je devrais être plus rapide ou est-ce que je devrais être... là, moi j'ai des réponses pour toi, si tu veux. En fait, il faut juste être là où tu es quand tu le fais. Peu importe si tu es rapide, lent, si tu es techniquement meilleur, moins bon, etc. Parce que c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est comment tu charges ton image, comment il y a une nécessité à la faire émerger. Tu vois. C'est ça qui est important. C'est pas la question de la quantité, ni de la rapidité, ni de la prouesse technique. La technique, ça s'apprend. Je dirais même aujourd'hui que presque c'est intéressant de réfléchir au slow, c'est-à-dire le fait de ralentir
parce qu'on est dans un monde d'images, on Ouais. est noyé, on croule sous les images, nos cerveaux n'arrivent plus à sédimenter et à décanter tout ça. Mhm. Et donc ça génère en fait des stress en fait, tu vois, parce que en tout cas c'est difficile, ça demande un effort, tu vois, Ouais. de se couper, pour se concentrer, etc. C'est prouvé sur les enfants, c'est prouvé, même pas que sur les enfants, sur les adultes aussi. Et donc, tu vois, je pense que c'est même assez intéressant et une opportunité pour un créateur comme toi, par exemple, ou moi, de s'intéresser à la question de la temporalité, et peut-être aussi que revendiquer le droit à prendre son temps, tu vois, à s'atteler à la production d'une image. Ouais. Et bien, même si ça met 6 mois, très bien, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, je mets vraiment 6 mois. Bah oui, peut-être c'est le temps qu'il te faut. Et en fin de compte, ça me va parce que, ouais. Ton image, elle est nourrie de plein de choses, y compris des expériences que tu vas vivre pendant ce temps-là. C'est ça. Tu vois, et donc elle peut s'enrichir de ça. Alors que si tu l'avais fait en 10 minutes, eh ben, tu aurais perdu. Oh ouais, j'aurais perdu tout. En plus, je me dis souvent que c'est beaucoup plus fun quand on fait le dessin, quand on le fait déjà. Et quand on le finit, quand tu sens que tu le finis, c'est triste. C'est triste, c'est la fin de Bien quelque sûr. chose. C'est Et encore, en même temps, tu as quand même les souvenirs de ce dessin quand tu l'as fait. Mm. Et puis ouais, je me dis souvent que c'est le temps que je chéris le plus en tout cas. Ouais. Bon, du coup, Jean-Xavier Renaud, c'était un plaisir. Bah, de même, c'est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était Merci à vous, super. c'était un sacré moment que j'ai passé. Ouais, ça m'a permis moi de découvrir Van Gogh. Hein, Puis ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ces échanges en tout cas. C'était très inspirant en tout cas. Ouais, carrément, pareil. J'espère que ça a été inspirant pour toi en tout cas. Ouais, pour moi aussi. C'est partagé. Et ben, au plaisir. Au plaisir. Lors du trajet, je ressens une excitation s'élever. La chaleur est écrasante. Je peux ressentir la fraîcheur qu'apportent les arbres. Et la mousse sur les rochers. J'ai envie de visiter tous les moindres recoins de ce lieu qui m'inspire. Dans ce paradis que je ne connais pas, je commence à ressentir de la joie qui illumine de beauté et fait rayonner mon cœur. Au détour d'un rocher, un oasis se dévoile devant mes yeux. Des larmes d'amour et de joie alors coulent sur mes joues, telles des étoiles brillantes et scintillantes dans la nuit. Je me sens comme dans un univers que je crée et où le temps est figé, seul mais en paix. Je ne ressens plus de tristesse, ni de colère, ni de stress. J'éprouve, en entendant le son de l'eau, un sentiment total de liberté. Un poisson libre qui nage paisiblement dans l'océan. Les couleurs me retirent de l'obscurité dans laquelle j'étais pour me conduire vers la lumière. Une sensation profonde de plénitude m'inonde de positivité. Je suis apaisée et vivante.
Voilà quoi. Prendre son temps. En gros, c'est souffler. C'est respirer. C'est trouver ce qui nous apaise. Prendre son temps, c'est savoir se connaître soi-même. Mais il faut déjà s'accorder du temps pour soi. Dis-toi qu'ici, justement, tu as l'opportunité de profiter de ton propre enlèvement. Je veux dire profiter de ton temps. Profiter de ton temps. Bref, tu vas voir, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Van Gogh. Et dans le prochain épisode, tu vas voir, ce sera divin. Un biscuit? Nous commençons en premier plat par le point de vue spirituel. En second plat, je vous propose un point dans ta gueule. J'avais que tu l'avais. Voilà, c'est ça un décadrage. Un biscuit? Non, tu fais Je ridicule, hein, c'est trop de tête. Ok. Attention. Et action. Vers la fin de 1878, Vincent part en Belgique. Mais c'est le pays des frites. Commence à arroser petit à petit. Ils sont en train de tourner, Attends, Juju, attends. Ça tourne? Oui, ça tourne. Attends, bouge pas. Alors, attention, sinon t'as le bonnet qui bouge. Ça, voilà. Non, ici. Ici. Avance. Voilà, stop, merci. Pardon. Vas-y. Là, quand tu vois ces peintures de Van Gogh de la nature, ça te fait quoi? Ok, ça me va. C'est nickel. Vous voulez faire un cut à part ça? Vous êtes comment niveau carte? Ouais, Petite pause. Alors, coupez!